Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans l'univers de Lana Del Rey. On a regardé pas mal de choses, des articles, des discussions, sa bio. L'idée, c'est vraiment d'essayer de cerner un peu mieux l'artiste, sa carrière, cette image si particulière qu'elle a construite. Oui, c'est une artiste assez fascinante. Elizabeth Grant, de son vrai nom, qui devient Lana Del Rey. Et elle crée tout un monde, un mélange de mélancolie, de vieux glamour hollywoodien, et puis cette nostalgie très forte pour l'Amérique. Pour ça, on s'est basé sur un peu de tout. Sa bio, bien sûr, sa musique, les paroles analysées, des critiques, ce que disent les fans sur Reddit, et même quelques papiers un peu plus académiques. Ah oui, une bonne base alors. Ça donne une vue d'ensemble, voilà. Alors, justement, ses débuts. Née Elizabeth Grant, elle grandit entre New York et Lake Placid. Il y a eu cette période difficile, l'alcoolisme, le pensionnat, puis les études de philo, la métaphysique à Fordham, et elle commence la musique sous d'autres noms, c'est ça? Lizzie Grant, Sparkle Jump Rope Queen. Exactement. Mais ce qui est central, c'est vraiment la construction de Lana Del Rey, cette persona. Et cette nostalgie dont on parlait, elle est partout au début. Oui, cette obsession pour les années 50, 60, l'Amérique d'avant. C'est ça. L'âge d'or fantasmé, les drive-in comme dans le clip Doing Time, cette esthétique un peu lo-fi, fragile comme dans Summertime Sadness. Ça évoque le souvenir, quoi. Et ces influences, elles sont importantes pour comprendre ça. Ah oui, crucial. Les poètes américains, Whitman, Ginsberg, pour le côté lyrique. David Lynch, aussi, pour l'étrangeté sous le vernis. Et puis, bien sûr, Nabokov, Lolita, un thème qui revient souvent et qui a fait parler, hein. Ouais, c'est clair. Tout ça, ça tisse son image, cette Amérique à la fois idéalisée et un peu sombre. Tout à fait. Et musicalement, alors, Oui, parce que son parcours, il est intéressant. L'accueil de Born to Die, au début, c'était compliqué, non? Le fameux 5.5 de Pitchfork. oui, oui. Très mitigé. Et puis, quelques années plus tard, Norman fucking Rockwell, qui est acclamé par la critique, son album le mieux noté, Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? plusieurs choses. Déjà, une maturité artistique, c'est évident. Les collaborations aussi. Dan Auerbach sur Ultraviolence, Jack Antonoff sur NFR. Ça change la donne. Les thèmes, eux, restent assez constants en fait. L'amour, souvent compliqué, un peu dépendant. Oui, comme dans Video Games. Voilà. La religion, la spiritualité aussi, c'est très présent. De Heaven is a Place on Earth with You jusqu'à l'interlude de Judas Smith sur le dernier album. Ah oui, cet extrait de sermon. Ouais, assez surprenant. Carrément. Et toujours cette fascination pour l'Amérique, l'Americana, et cette tristesse un peu signature, la Vamp of Constant Sorrow. C'est toujours là, mais c'est, disons, exploré différemment. Mais alors, cette constance, certains critiques la voient comme une répétition, non? Où ils parlent d'un virage récent, genre femme au foyer tradi ou country. C'est ça, le paradoxe Lana. Les thèmes de fond y persistent, la dépendance amoureuse, l'esthétique américaine, mais elle les aborde sous de nouveaux angles. Quand elle sort une phrase comme «This is the experience of being an American whore» sur A&W, on est loin d'une image lisse, hein. C'est sûr. Et le virage country annoncé avec Lasso, c'est juste une autre facette de son exploration des racines américaines. Donc oui, ça évolue, mais ça reste cohérent avec son univers. D'accord. Un autre point qui revient souvent, les Grammys. Nommés plein de fois, jamais de grosses victoires. Pourquoi d'après les sources? C'est compliqué, les articles parlent d'un manque de campagne promo agressive peut-être, comparé à d'autres artistes. La politique interne de l'académie aussi. Ou une perception que sa musique est peut-être trop uniforme. Ce que les fans contestent, bien sûr. Et il y a aussi cette performance au Saturday Night Live, à ses débuts. Ah oui, ça a pu laisser des traces dans la perception de l'industrie, c'est vrai. C'était assez critiqué à l'époque. Et juste pour clarifier une chose, la rumeur du père millionnaire qui aurait tout payé au début. Oui, ça a été démenti par un producteur de l'époque. Il a dit clairement qu'elle n'avait pas eu d'aide financière de son père pour lancer sa carrière. Bon, voilà qui est dit. Et si on regarde ses travaux plus récents, comme Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, on voit qu'elle continue de se complexifier. C'est très introspectif, il y a des choix audacieux comme cet interlude parlé. Les collaborations aussi, Father John Misty. On sent une évolution, peut-être un peu moins de provocation sur certains thèmes anciens. Oui, peut-être une volonté de s'éloigner des aspects qui avaient été critiqués, comme la possible romantisation de relations toxiques. En tout cas, elle ne s'arrête pas. L'album Country Lasso, un autre projet The Right Person Will Stay, les tournées, elle est toujours en mouvement. Tout à fait. Elle tisse son histoire perso, ses influences très diverses, cette nostalgie américaine, pour créer une œuvre vraiment unique, qui change, qui échappe aux étiquettes.
Et il reste toujours cette question entre la persona, l'image qu'elle donne, et l'authenticité. Est-ce que c'est réel, tout ça? Et c'est une question qui revient souvent. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Son travail demande une certaine attention, une écoute approfondie, et ça récompense ceux qui s'y plongent vraiment. Du coup, pour finir, on pourrait se demander pourquoi cette esthétique si particulière, ce glamour mélancolique très ancré dans le passé, pourquoi ça fascine encore autant aujourd'hui? Oui, à notre époque obsédée par l'instantané, qu'est-ce que cette exploration de la nostalgie nous dit sur nous, sur notre rapport au temps, à l'Amérique? Voilà, ça laisse matière à réfléchir. Et c'est sur cette question qu'on termine notre exploration d'aujourd'hui.